Début juillet 1985, c'était le pire jour de la vie de Susie Smith. Alors qu'elle se tient dans sa cour avant, en jouant au frisbee avec son chien bien-aimé, la tragédie frappe. La trajectoire de son lancer est déviée et le frisbee part en tournant dans la rue. Avant même qu'elle puisse crier pour lui dire d'arrêter, son pauvre petit chien se précipite joyeusement à sa poursuite. Il continue de jouer. Le véhicule utilitaire sport, qui déboule vers lui dans la rue, ne le remarque même pas, jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. En cet instant terrible, le choc et le crissement des freins et des roues sur l'asphalte rougi, Susie Smith n'est plus une propriétaire de chien. Son monde vient de s'effondrer devant elle en une belle journée d'été. Elle est inconsolable dans les jours qui suivent. Malgré les efforts de ses parents, rien ne semble remonter le moral de Susie. Les assurances qu'elle peut avoir un autre chien ne la font pas se sentir mieux non plus. C'est comme remplacer un membre de la famille décédé. Peut-être qu'elle a besoin de sortir de la maison, pensent ses parents. Ils entendent parler de cette nouvelle pizzeria qui a ouvert en ville il n'y a pas si longtemps, la pizzeria Freddy Fazbear. Ils avaient toujours eu des doutes sur Chucky. Cheese, mais Freddy semblait plus familial et sain. Ils déposent la petite Susie à la pizzeria avec un peu d'argent de poche en plus et lui disent qu'elle peut manger autant de pizza et jouer autant de jeux qu'elle le souhaite. Ils viendront la chercher plus tard. Mais il y a quelque chose de dérangeant à l'intérieur de la pizzeria. Malgré sa nouveauté, elle semble étrangement sombre et humide, comme si elle était cachée dans une grotte. Puis, il y a tous les animatroniques, ces animaux humanoïdes gigantesques sur scène avec leurs sourires figés et leurs yeux sans vie qui fixent. On a l'impression qu'ils regardent Susie. Elle frissonne et se tourne vers la section des jeux, espérant une distraction. Son appétit pour la pizza a disparu depuis longtemps. Elle peut toujours s'amuser. Ils ont du skee-ball, du air hockey et une salle entière pleine de bornes d'arcade. Susie se perd dans les graphiques pixelisés de 8 bits des meilleurs jeux d'arcade que 1985 a à offrir. Un instant, elle oublie presque ses soucis. Puis le souvenir de son chien gisant mort sur le goudron brûlant lui revient en mémoire, la frappant comme une vague d'émotion. Les pleurs recommencent. Son chien, son pauvre petit chien. Les larmes tombent sur le tapis au motif audacieux. Il semble que rien ne pourra plus jamais la rendre heureuse. Et d'elle meurt dans de jeu, et si elle lève les yeux, tout ce qu'il voit, c'est les gars noirs du game. Mais il y a autre chose. Juste par-dessus son épaule, elle voit le reflet menaçant d'un homme. Dans un masque de lapin étrangement effrayant, elle se retourne avec un sursaut, mais sa prise surprenamment forte sur son épaule la maintient en place. Dans un mouvement fluide et maîtrisé, il l'enlève et révèle son visage souriant en dessous. Elle reconnaît son uniforme violet. C'est le gardien de sécurité posté à la porte. « Désolé pour la peur, chérie, dit-il avec un accent britannique légèrement rauque. Je t'ai vu pleurer et j'ai voulu te réconforter. Je suis Bill. Comment tu t'appelles ?» Elle hésite un moment jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle et ce gardien de sécurité semblent être les seules personnes dans la zone. Les gardes protègent les gens. Quel pourrait être le mal à lui dire ? « Je m'appelle Susie, dit-elle. C'est un joli nom pour une jolie fille, dit-il. Elle pense que son sourire semble vouloir s'échapper des limites de son visage. « Pourquoi pleures-tu, Suzy ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? » « C'est mon petit chien. » Il est mort, sa voix se brise en un autre sanglot étouffé. Le front de Bill s'est froncé. Il lui a demandé de décrire son chien du mieux qu'elle pouvait, et quand elle l'a fait, le gardien de sécurité a vite recommencé à sourire. C'est bizarre, Suzy, car un chien identique se trouve dans la pièce d'à côté. Elle ressent une pointe d'espoir dans son cœur qui surpasse sa hésitation. Elle a vu son chien mourir. Elle sait qu'il est mort, mais elle veut tellement que les mots de Bill soient vrais. Vraiment ? Elle demande. Bill accepte et la guide à travers les allées de bornes d'arcade vers une porte discrète à l'arrière. Quand ils passent, il la ferme derrière eux et la verrouille. C'est la dernière fois que quelqu'un verra Susie Smith. En tant que petite fille, en tout cas. Au plus profond de l'obscurité du laboratoire, cette même petite fille s'accroche fermement au barreau de sa cage. Des larmes coulent sur ses joues. Ce pourri de gardien de sécurité avait menti, et malgré ses supplications, jusqu'à ce que sa voix soit rauque, il ne la laissera pas sortir d'ici. « Désolé chérie, dit-il en regardant à travers les barreaux, j'ai peur que tu ne puisses non pas partir. Inutile de se mettre en colère pour autant. Tu vas participer à quelque chose de très excitant. Je veux ma maman et mon papa, supplie-t-elle. Nous ne pouvons pas tous obtenir tout ce que nous voulons dans la vie.
Bill, dont le nom complet, comme vous l'avez peut-être deviné, est William Afton, se dirige vers une forme étrange sous une bâche sale. Il retire la bâche et révèle la terrifiante machine en dessous, un costume mécanique à l'extérieur jaune vif. La cavité de sa poitrine s'ouvre pour révéler une catastrophe horrifiante de rouages grondants et de cerveaux vrombissants. C'est un chaos d'arêtes douloureuses et d'angles en métal impitoyables. Ce qui va se passer ensuite pourrait faire un peu mal, Suzy, dit-il, fixant les entrailles mécaniques du costume comme on pourrait regarder avec amour son propre enfant nouveau-né. Mais tu peux être rassuré en sachant que ce qui se passe ce soir ne sera qu'un petit pas de plus vers le changement de l'histoire pour toujours. Des affiches de recherche pour Suzy sont agrafées sur presque chaque poteau téléphonique et lampadaire de la ville, mais elle ne sera jamais retrouvée. La police est déconcertée. Ils ont même fouillé plusieurs fois la pizzeria de Freddy Fazbear et interrogé rigoureusement son propriétaire, Henry Emily. Mais ils ne trouvent jamais aucune trace de Suzy, ni aucune trace des 5 autres enfants qui ont disparu dans des circonstances qui semblent étrangement liées à la pizzeria Freddy Fazbear et à son emplacement associé. Finalement, à cause de ces rumeurs et de quelques accidents très malheureux survenus en 1987, entre autres années, ont conduit à la fermeture de la franchise Freddy Fazbear. Aussi étrange que tout cela puisse paraître, rien n'a vraiment attiré l'attention de la fondation SCP. Cela a été le cas jusqu'à ce que la franchise rouvre de nombreuses années plus tard et que les disparitions recommencent également. Lorsqu'un seul endroit devient un aimant pour la mort, la destruction et de la malchance inexpliquée, surtout dans un endroit aussi innocent qu'une pizzeria pour enfants, cela soulève un drapeau rouge pour la fondation. C'est un bon signe potentiel d'activité anormale. Les chercheurs ont observé un étrange modèle dans les médias locaux autour du restaurant. Les offres d'emploi pour les gardiens de nuit au restaurant étaient fréquemment publiées, avant d'être retirées lorsqu'elles étaient dépourvues et souvent republiées moins de 5 jours plus tard. Pourquoi y aurait-il un si fort taux de rotation pour un travail relativement simple? Pourquoi la fondation n'a-t-elle pas pu retrouver d'anciens gardiens de sécurité de la franchise pour les interroger sur leur expérience? Cela a suffi pour ouvrir un dossier officiel et bientôt, l'agent de terrain spécial sous couverture, monsieur. On a demandé à Patrick de prendre le poste de gardien de sécurité de nuit et de faire un rapport sur tout ce qu'il trouvait étrange. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui fait de l'agent Patrick le candidat idéal pour ce genre d'enquête? L'agent Patrick était lui-même une sorte d'anomalie. Il possédait des facultés extrasensorielles. Ce sens psychique lui permet de capter des impressions des lieux, objets et personnes autour de lui, surtout lorsque ces impressions sont de nature anormale. Cela en a fait l'un des meilleurs agents de terrain pour formuler des théories précises sur l'anomalie à laquelle ils étaient confrontés sur place. Avec l'agent Monsieur Patrick, ce n'était jamais que de la théorie. Sous les instructions d'une sorte de mystérieux manager au téléphone, l'agent Patrick a reçu son uniforme de garde de sécurité et a été placé dans la salle d'observation. Des moniteurs rétro montraient les flux de sécurité de l'immeuble entier. Il a immédiatement ressenti un sentiment accablant de mal à travers ses capteurs psychiques. Des gens étaient morts ici. C'était une certitude absolue pour lui. Une fois qu'il a été certain qu'aucune des caméras ne transmettait ses mouvements à une alimentation externe, il a commencé à explorer, guidé par le même sentiment étrange et inquiétant. Il s'est vite retrouvé dans un bureau administratif avec plusieurs armoires de classement rouillées. Bingo! L'agent Patrick a fouillé les armoires de classement et a rapidement trouvé plusieurs documents intéressants. Les 2 partenaires commerciaux qui avaient ouvert la franchise, Henry Emily et William Afton, formaient un étrange duo. Henry était un idéaliste, un génie de la robotique qui semblait attirer les tragédies personnelles comme du papier tue-mouche. Sa prouesse technologique dépassait largement ce que l'on pourrait attendre d'un dirigeant d'une chaîne de restaurants. Mais malgré son incroyable talent et intelligence, il semblait que Henry ne voulait rien de plus que de rendre les enfants heureux. William Afton, en revanche, avait une énergie sombre en lui. Il était le cerveau commercial derrière l'entreprise et était aussi impitoyable et tranchant que cela suggère. Il ne supportait pas comment Henry gaspillait le potentiel de son génie. Et à un moment donné, leurs différences sont devenues si grandes qu'ils ont eu une rupture définitive. Afton semblait disparaître de la carte après cela, et Henry est devenu si amer envers son ex-partenaire qu'il a même conçu spécifiquement des systèmes de sécurité pour le tenir à l'écart. Cela semble être plus qu'un désaccord commercial, pensait l'agent Patrick. « Qu'as-tu fait, Afton ?» L'agent Patrick a ressenti une présence dangereuse entrer dans la pièce. Il se retourna et vit une énorme silhouette se tenant dans l'embrasure de la porte, l'éclat du métal orange. Patrick alluma la lampe de poche et la pointa sur la silhouette, la lumière se reflétant sur son crochet rouillé.
Oh oui, Foxy. Il avait lu dans le dossier, à propos de cet animatronique, le renard pirate long et mince. Mais qui l'avait mis là? Les questions de l'agent ont été ignorées quand Foxy s'est mis à fredonner joyeusement apparemment de son propre chef. L'agent Patrick pouvait ressentir l'énergie spirituelle émanant du métal froid. Le nom Fritz résonnait dans les couloirs de son esprit. Ce n'était pas juste une machine, elle avait une âme vivante. Et cette âme vivante était en douleur et furieuse. Elle voulait le tuer. Foxy a bondi en avant, criant de façon surnaturelle, balançant son crochet vers l'agent Patrick. L'agent a esquivé in extremis le crochet qui allait le frapper. Il s'est baissé et s'est écarté du chemin. Tout ce qu'il pouvait faire était de courir vers la porte la plus proche et la claquer, piégeant Foxy à l'intérieur. Pour l'instant, en tout cas, il sentit l'immense poids métallique du monstre mécanique frapper contre la porte. Il n'avait pas beaucoup de temps avant qu'un renard pirate robotique en colère ne le rattrape, mais l'extérieur n'était guère plus sûr. Un homme lapin animatronique bleu-violet marchait lourdement dans le couloir vers lui, le regardant avec des yeux larges, morts et haineux. Il a entendu le nom Jérémy cette fois, bien qu'il sache que le nom officiel de cet animatronique était Bonnie. Bonnie et Bonnie n'étaient pas là pour faire des prisonniers, du moins pas ceux qui survivraient. Il s'est rué sur l'agent Patrick en hurlant, les bras tendus pour l'attraper. Il n'y avait aucun moyen de se battre contre quelque chose d'aussi grand et solide. L'agent n'a pas hésité. Au lieu de cela, il a pivoté sur son talon et s'est enfui, le cœur battant la chamade. Il n'avait pas besoin d'être plus courageux que le robot hanté et homicidaire qui le poursuivait, juste plus rapide. D'une manière ou d'une autre, ces machines avaient été infectées par des fantômes humains. C'étaient eux, la véritable force animatrice, de véritables fantômes dans la machine, des âmes piégées et vengeresses. Mais contre qui ces âmes essayaient-elles de se venger et pourquoi ? Avant que l'agent Patrick puisse se demander pourquoi, une autre énorme silhouette est apparue devant lui, une silhouette qu'il connaissait très bien. Freddy Fazbear lui-même, la mascotte de toute la chaîne. Freddy a donné un rire sinistre et profond. Le nom qui a surgi dans l'esprit de l'agent Patrick était Gabriel, mais cet ours meurtrier n'était pas un ange. Alors que Freddy poussait un cri et se précipitait en avant, essayant de mordre mécaniquement l'agent Patrick. Mais Patrick a réussi à se faufiler dans l'autre pièce et à s'y enfermer. Il semblait que chaque animatronique dans le bâtiment était maintenant vivant, et il voulait le tuer. Il aurait au moins beaucoup à rapporter à ses supérieurs s'il survivait à cela, mais il n'était pas seul dans la pièce. Sortant du noir avec un bruit de ferraille, il y avait un grand poulet humanoïde jaune avec un bavoir sur lequel était écrit « Mangeons ». L'agent Patrick savait par le manuel que c'était Chica, mais le nom que lui donnait son ESP était Suzy. Il n'y avait nulle part où courir maintenant que Chica avançait vers lui avec un bruit de ferraille. Il n'avait qu'un seul espoir, se sortir de cette situation en parlant. « Suzy, dit-il, à cet instant, Chica s'est figée. » Il a poursuivi. « Que souhaites-tu, Suzy ?» L'agent Patrick a interrogé Chica, mais celle-ci est restée silencieuse. La voix d'une petite fille résonnait dans son esprit. « Je voulais juste récupérer mon chien. Il a peut-être empêché Suzy de lui prendre la vie. Mais un monstre bien pire a émergé. Un lapin animatronique gigantesque et pourri, avec des yeux qui semblaient exsuder le mal pur. Ce monstre est à Springtrap, mais le nom qui est apparu dans l'esprit de l'agent Patrick était William Afton. C'était lui. La véritable nature des actes d'Afton serait découverte plus tard. Il a découvert qu'il pourrait potentiellement devenir immortel en fusionnant son âme avec la technologie révolutionnaire de Henry Emily. Et afin d'expérimenter le potentiel, il fusionnerait les âmes d'enfants kidnappés dans les costumes animatroniques, les transformant en marionnettes de métal torturées. Mais son obsession deviendrait finalement sa perte. Une erreur fatale avec un costume à ressort défectueux a scellé son destin, le condamnant à la même existence macabre que ses créations. Heureusement pour l'agent Patrick, lorsque la Fondation a perdu le contact avec lui, elle a dépêché plusieurs contingents de la force d'intervention mobile vers le restaurant. Ils sont entrés avec des armes électromagnétiques pouvant désactiver temporairement les costumes hantés. La situation a rapidement été maîtrisée, le restaurant a été bouclé et les costumes ont été mis en confinement. L'exploration des liens avec d'autres franchises se poursuit. Espérons que les costumes tueurs ont pris leur dernière vie maintenant qu'ils sont confinés. Mais c'est toujours le gros problème avec William Afton et ses plans diaboliques anormaux.